Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierry. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir. Ça fait longtemps que j'ai suivi les séminaires, donc vraiment, c'est un Oui, plaisir effectivement. de présenter mon petit travail, mes réflexions sur ces thèmes. Et donc, maintenant, je suis chercheuse indépendante. Je suis en Chine depuis un an, mais avant ça, j'étais au Ghana, où j'ai enseigné relations internationales. Et c'est aussi où j'ai conduit cette recherche avec, avec Suwei. Alors, je ne sais pas comment. Ok, hein. Et cette recherche, elle a été publiée dans un article qui est part d'un numéro couré par Thierry et d'autres auteurs et sur les thèmes des relations afro-chinoises. Donc, ma recherche s'inscrit plus en général dans le cadre de ce débat sur la question de la création des zones économiques spéciales chinoises en Afrique. Donc, avant vous parler du Ghana, de la situation au Ghana, je vais vous donner une petite introduction. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est une zone économique spéciale? Donc, ici, sur la base de cet rapport de l'UNCTAD, euh, on parle de une zone. Donc, pour avoir une zone économique spéciale, il faut une zone géographiquement délimitée, sujet à un régime réglementaire distinct pour les investisseurs et les entreprises, qui diffère du régime qui existe au niveau national et relève d'un régime plus libéral. Il faut aussi normalement avoir aussi une structure de gestion de la zone avec une administration qui coordonne les activités dans la zone et qui s'assure que le service parvienne aux entreprises dans la zone et qui fait aussi les liens entre les entreprises et les gouvernements ou bien l'autorité des enfants. Il faut aussi une politique foncière distincte qui prévoit une zone douanière séparée et ou des procédures d'exportation facilitées. Et aussi, ça c'est surtout le cas en Afrique, l'idée c'est que dans cette zone, on a des infrastructures qui sont bien, donc qui sont améliorées, qui peuvent soutenir la production des entreprises de la zone. Et donc, soit au niveau de bâtiments, des routes, mais aussi de l'électricité, de l'eau et des télécommunications. Et, il faut dire que donc ça c'est la définition de l'UNCTAD. Euh, Cette définition n'inclut pas ce qu'on appelle zones à entreprise unique ou point franc. Ce sont donc, il y a dans plusieurs pays, y compris le Ghana, euh, c'est aussi possible d'avoir une entreprise au dehors de ces zones. Donc, l'entreprise en soi, elle devient un espace légal euh, franc. Et donc, ça compte aussi comme zone économique selon la loi au Ghana, mais par contre, ces rapports de l'UNCTAD ne considèrent pas ces points francs. Euh, euh, il faut dire que de toute façon, ces points francs sont beaucoup et jouent un rôle assez important. Donc, c'est un peu problématique que le rapport ne les compte pas, mais c'est aussi très difficile parce que il s'agit de compter les entreprises une à une. Et euh, ces zones, les bouts de ces zones sont plusieurs. Premier, favoriser les exportations et les entrées d'investissements directs étrangers, créer de l'emploi, renforcer la balance commerciale par un apport de devises et une augmentation de l'exportation. Aussi, élever la compétence des travailleurs et
plus largement attendre une industrialisation, une modernisation de l'industrie locale. Donc, l'idée, c'est aussi que les développements commencent, la production industrielle commence dans ces zones et après, on devrait avoir des retombées aussi en général dans l'économie, dans l'industrie locale. Et au monde, il y a 5393 zones et la majorité de ces zones se trouvent en Asie. La Chine est le pays avec plus de zones au monde, avec 2543. Bon, on passe. Non, OK. Avant de vous parler de l'Afrique, en Afrique, l'UNCTAD compte seulement 200-307 zones. Avant de vous parler de ça, il faut aussi que. Donc, on parle de zone économique spéciale, mais cette définition, en fait, comprise 4 types de différentes des zones. Donc, le premier, c'est la zone franche. Cette idée elle existe depuis l'Antiquité. L'idée, c'était de favoriser les commerces. Donc, les États, surtout, il y avait ces États qui autorisaient, pardon, on avait ces ports. Normalement, l'exemple le plus antique serait le port de Bélo, en termes de grec, gréco-romain à l'époque. Mais donc, l'idée, c'est plutôt de faciliter les activités liées au commerce. Euh, euh, et plus récemment, ce qu'on a c'est ce qu'on appelle les zones franches d'exportation, en anglais Export Processing Zones. Et, et normalement, dans la littérature, on voit la zone de Shannon en Irlande, l'aéroport de Shannon, comme la première expérience, la première zone économique spéciale de la modernité en 1958. Et cette zone, c'est pas que lié au commerce, mais l'idée, c'est que dans cet espace, on a aussi une production, voire une industrie qui est orientée vers les marchés d'exportation. Donc, cette enclave est considérée comme extérieure au territoire douanier national. Et donc, on produit surtout pour exporter. Euh, on considère l'âge d'or de ces genres de zones économiques spéciales entre les années 60 et les années 90. Euh, Comme j'ai dit, Irlande, mais après, ces zones ont été établies en Asie, même en Afrique dans les années 70, dans certains pays africains aussi. Et, et petit à petit, les types d'activités autorisées dans ces zones, parce qu'au début, l'idée, c'était vraiment que la production devait être seulement pour l'étranger ou surtout pour l'étranger. Petit à petit, on a un peu, comme on verra aussi dans le cas du Ghana, élargi la possibilité de produire aussi pour les marchés locaux. Et puis, on a ce qu'on appelle zones économiques spéciales tout court. Euh, Ici, on pense au modèle chinois des zones économiques spéciales quand la Chine a ouvert, a commencé à expérimenter avec l'économie du marché au début des années 80. Et ici, l'idée, c'est pas une petite zone, mais comme on pense au cas de 4, en Chine, on avait les 4 zones économiques spéciales, Shantou, Shenzhen, Zhuhai et ouais, j'ai oublié, mais bon, c'était 4. Après, Hainan a été ajouté aussi. Mais donc, ces zones, c'était plutôt de villes, des zones très grandes, pas une petite zone, des enclaves.
Et les buts, c'était de favoriser les exportations, mais aussi produire pour les marchés locaux. Euh, et donc, et aussi, et encore une fois, avec tous ces objectifs d'industrialisation et de développement régional. Aussi, parfois, il faut inclure dans la définition de type des zones économiques spéciales les zones industrielles spéciales ou ce qu'on appelle les parcs. Donc, ça, c'est facile de se tromper avec les parcs industriels tout court. Ça, c'est différent parce que un parc industriel peut être considéré comme une zone économique spéciale seulement si on a un régime spécial. Ce n'est pas suffisant d'avoir une concentration d'industrie ou d'infrastructure, mais il s'agit d'un parc, d'une zone économique spéciale seulement si on a dans cette zone un système juridique spécial. Bon, en général, en Afrique, donc il faut dire que l'Afrique est encore un acteur relativement modeste sur la scène des zones économiques spéciales. Comme je vous disais, euh, donc l'UNCTAD compte 237 zones économiques spéciales. Euh, et dans l'ensemble, donc comme je disais, on a commencé à établir des zones dans les années 70, voire à Trévent, mais euh, bah, ils n'ont pas, eux, le succès qu'on espérait, sauf quelques exceptions. Et c'est aussi assez difficile de le compter, en fait, c'est ce que je lisais dans ces rapports, parce que bon, les rapports comptent seulement les zones économiques qui ont été établies par la loi. Mais après, c'est difficile d'évaluer aussi quel est l'état de développement de ces zones. Parce que, par exemple, quand je vous parle du Ghana, comme on verra, bon, la loi établit 4 zones, mais finalement, on n'a qu'une zone qui est vraiment opérative, bien opérative. Les autres sont encore à développer. Donc, parce qu'en fait, c'est difficile donc d'évaluer qu'est-ce qui est opératif, qu'est-ce qui est déjà en fonction, ou il y en a qui, par exemple, ils ont un peu entreprise ou qui sont dormantes, donc c'est pas facile de les compter. Mais entre ces 237, et donc ces nombres 237 n'incluent pas ce que je vous disais avant, les points francs, donc les zones à entreprise unique euh, qui sont beaucoup quand même au Ghana, elles sont la majorité. Donc, c'est un peu problématique ça, hein. Mais quand on regarde à ces 267 zones, la majorité est au Kenya, Nigeria, Éthiopie et Égypte. Donc, elles sont pour la majorité en Afrique de l'Est. Et aussi, ce qu'on relève, c'est aussi une explosion, en fait, des zones économiques en Afrique dans les derniers 20 ans. Donc, un boom. Et ils sont en constante croissance. Et on a 2 groupes de pays. On a certains pays qui ont des programmes des aides depuis longtemps. Et donc, ils sont arrivés à maturité et sont en train de s'organiser par euh, clusters, comme on dit, euh, par domaine. Donc, on a l'automobilistique, automobile, pardon, où on a manufacture. Donc, on cherche de les organiser par type. Ici, on peut parler de l'Afrique du Sud, du Maroc, de l'Égypte, de l'Éthiopie. Et après, on a d'autres pays qui ont récemment, hein, dans les années 2000, entre 2011 et maintenant, ils ont soit établi leurs premières zones économiques, ça c'est le cas du Botswana, de la République du Congo, de la Guinée, euh, et ou bien ajouté de nouvelles aides comme Burkina, Madagascar et Mali. Quant à la gouvernance de ces zones,
on peut avoir des types différents. Après, si vous voulez, on peut en parler plus en détail, mais maintenant, je peux juste dire qu'on peut avoir des zones qui sont publiques, donc des propriétés gérées, développées, sont des propriétés de l'État et sont aussi développées et gérées par les États ou enfin, leurs autorités des zones franches. Ou bien on peut avoir des GV, donc des partenariats hybrides entre public et privé, ou privé. Et dans ces cas-là, quand même, la régulation à l'intérieur des zones s'est fait dans tous les cas par les autorités des zones franches euh, qui, qui règlent tout qui sait pas, le, les activités dans les zones. Entre ces privés, on a bien sûr des locaux et des étrangers. Et donc, c'est ça qu'on parle de Chinois. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas que des Chinois. On a d'autres pays aussi, d'autres investisseurs d'autres pays, comme par exemple l'Inde, Singapour ou bien le Japon. Quand on regarde le rôle de la Chine dans les zones économiques spéciales en Afrique, donc comme je disais, euh, quand on regarde au partenariat avec les entreprises chinoises, on peut avoir des zones entièrement détenues par les États africains. Donc, c'est le cas, donc peut-être l'entreprise chinoise a construit la zone. Et quand on développe la zone, donc euh, les murs de la zone, l'infrastructure, l'électricité, les routes, tout ça dans la zone. Euh, et puis, on a aussi la côté gestion de la zone. Donc, c'est l'entreprise qui gère la zone et qui va accueillir, qui va gérer tous les services dans la zone et qui va bon, s'interfacer avec les entreprises qui viennent produire dans la zone. Et ça, c'est le cas, par exemple, de la China Civil Engineer Construction Corporation, qui avait construit le parc de Hawassa en Éthiopie. Ils devaient aussi gérer la zone ils avaient un agrément un contrat pour gérer aussi la zone pendant quelques années, mais après un an, je crois ils ont laissé la zone. Ou bien, on peut avoir aussi le cas où on a, comme je disais, des GV, des partenariats publics-privés, où normalement, on peut avoir, par exemple, dans le cas du Nigeria, on a deux zones, euh, dont la Lekki Free Zone et la Ogun Guangdong Free Zone au Nigeria. Vous voyez la photo de, Ogun Guangdong Free Trade Zone en bas. Ça, dans ces cas-là, on a un consortium, des consortiums chinois d'entreprises et banques chinoises qui sont propriétaires par, je crois, 60%. Et après, le restant 40% est des propriétés du gouvernement, soit de l'équipe, je crois, Lego State, dans le cas de l'Eki et Ogun State dans le cas de la zone Ogun Guangdong Free Zone. Ou bien, on peut avoir aussi le cas où la zone est 100% des propriétés chinoises. Et ça, c'est le cas de la Eastern Industrial Zone en Éthiopie. Vous voyez la photo là. Et aussi du TEDA en Égypte. Et bon, il faut dire que ces zones de phénomène de cette présence chinoise dans le développement des zones économiques en Afrique remonte aux années 2010, où, comme je disais, dans certains pays africains comme le Nigeria ou l'Éthiopie, on a pas mal
des zones créées. Et l'idée, c'était aussi, avec l'arrivée de ces investisseurs, c'était aussi la promotion d'un certain modèle chinois de développement, parce qu'il ne faut pas oublier que le modèle chinois, cette idée de zones économiques spéciales, souvent liée au miracle chinois, euh, euh, a aussi joué un rôle quand dans la création de ces zones. Et ça aussi, comme Thierry a montré dans certains de ces articles, la Banque mondiale a joué aussi un rôle dans la promotion de ces modèles en Afrique. Ça, c'est aussi cet phénomène est aussi lié à une politique que le gouvernement chinois avait adoptée entre 2007 et 2009. Cette politique, c'était une politique de financement direct de la création de ces zones. Et ça, c'était comme une stratégie pour aider ces entreprises à s'internationaliser. Donc, c'était une façon d'aller à l'étranger et, façon, on peut dire sécurisée. C'était moins risqué de s'internationaliser, d'aller produire ailleurs, avec l'idée de pouvoir s'installer dans ces parcs. Et donc, entre 2007 et 2009, on a un appel d'offres et certains groupes d'entreprises chinoises pouvaient participer à cet appel d'offres avec des projets et obtenir un soutien financier. Et donc, avec ces schémas, ces politiques, on a les premiers quatre zones économiques spéciales en Afrique ont été établies, notamment en Éthiopie, au Nigeria, Égypte et Zambie, je crois. Et bon, pour les sinophones, comme Thierry euh, spécifie euh, dans ces articles, il faut distinguer ces genres de zones, ces zones économiques spéciales chinoises à l'étranger. Elles sont référées euh, différemment, avec des termes différents en chinois. Donc, en chinois, c'est Jinji Techu quand on parle des zones économiques spéciales en Chine. Mais quand on se réfère à ces parcs industriels à l'étranger, et vous le voyez aussi dans ces photos, donc on parle de Gongyeyuan, son parc industriel, dans le cas de l'Éthiopie, ou bien Jingwei Zio Maoichu, quand on parle de zone de libre-commerce. Donc, ou bien en anglais, Overseas Economic and Commercial Cooperation Zones. Donc, ça, on se réfère à des choses aussi, comme on verra, différentes. Et donc, selon les dernières statistiques, on a 19 de ces zones en Afrique. Donc, quand on reprend les nombres de 237, ça vous donne un petit peu, c'est vrai que ce sont des nombres, des chiffres approximatifs, mais ça vous donne un peu l'idée de quel est le poids quand on parle de ces zones. Après, c'est un peu compliqué parce qu'il faut distinguer entre ces types de zones qui sont certifiées par les MOFCOM chinois, les ministères du commerce chinois, et les zones chinoises non certifiées ou privées. Euh, Normalement, on parle des zones certifiées quand le parc est initié par des capitaux publics chinois. Et donc, ça veut dire par des entreprises chinois publiques centrales ou locales, d'État, soit des entreprises au niveau central ou local, ou bien des gouvernements locaux chinois, comme dans le cas de Tianjin, de la ville de Tianjin en Égypte, ou
ou bien les autres sont des entreprises, donc la China Non-Ferrous Metal Groups, ou bien ici aussi la Jinfei, Mauritius Jinfei Economic and Trade Cooperation Zones. Et là, c'est le gouvernement du Shanxi. Et donc, il y a ça, et ça, normalement, il s'agit de zones certifiées. Après, il y a aussi des parcs qui peuvent être initiés par des entreprises des droits privés, comme par exemple le cas de la China Merchants à Djibouti ou à Huadian en Éthiopie. Donc, les comités, c'est un peu difficile et c'est assez compliqué parce que c'est aussi euh, euh, on a certaines statistiques, mais ça dépend de la définition qu'on donne de ces zones. Et donc, c'est ici que je vais vous parler de mes travaux au Ghana parce que, ce qui était intéressant, c'était que, bon, au Ghana, on a une forte présence chinoise euh, dans l'industrie. On a plein d'entreprises chinoises, mais on n'a pas de zones économiques spéciales chinoises. Donc, moi, ma collègue et moi, on a décidé d'aller découvrir un peu plus. Et en plus, à ces moments-là, on avait entendu nouvelle d'une zone chinoise privée, en tout cas dans la presse, hein. Et on avait eu une inauguration d'une zone chinoise privée dans le parc industriel chinois. Et donc, on a décidé de faire un peu d'entretien des terrains. Et, et donc, je vais, avant de vous parler, pour vous parler du rôle de la Chine au Ghana, donc, pour commencer, il faut dire, bon, quand on parle du rôle de la Chine, euh, entre guillemets, euh, on pense à deux choses. Chine en tant qu'entreprise chinoise, donc présence d'entreprises chinoises, soit dans le développement et dans la gestion de ces zones, soit aussi présence en tant qu'entreprise qui opère dans ces zones. Euh, et aussi, Chine, pour nous, c'était aussi une façon pour analyser cette idée du modèle chinois de développement. Donc, rôle du modèle chinois de développement des zones économiques spéciales au Ghana. Bon, donc, les zones franches ou zones économiques spéciales au Ghana, leur histoire remonte à donc, au début des années, ou fin des années 70. On a un premier tentative, donc on a une loi qui établit une Industrial Free Zone Authority, mais ça n'a jamais implémenté. Après, on a ensuite, c'était la période du coup d'État au Ghana, donc c'était euh, cette zone n'a pas abouti. Après, on y revient et on y revient dans les années 90. Ça, c'est aussi au même moment de la montée de tigres asiatiques. Donc, ça, en fait, inspire aussi la politique de plusieurs gouvernements africains, cette politique de Look East. C'est à ce moment-là que les gouvernements de Rawlings euh, euh, établit les zones franches avec ce Free Zone Act et aussi des régulations l'année suivante. Et le but, c'était de chercher d'émouler ces stratégies d'industrialisation de ces pays asiatiques et on sélectionne aussi c'est pas par hasard qu'ils sélectionnent un investisseur asiatique, voire malaisien, pour développer la zone de Tema Free Zone.
qui est la plus importante même aujourd'hui. Et l'idée, c'était, en fait, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avec les Chinois après, dans d'autres pays, mais l'idée, c'était aussi que si on a une entreprise malaisienne qui développe et gère les parcs, on pourra attirer des entreprises malaisiennes, pardon. Donc, c'était aussi une... les modèles malaisiens de développement, parce qu'à ce moment-là, je ne crois pas que les zones économiques spéciales en Chine étaient déjà si fameuses. Et donc, bon, donc ils sélectionnent cette entreprise, mais ça ne marche pas. Donc, finalement, cette zone n'est pas, n'est pas construite par la partie malaisienne. Et elle vient construite petit à petit avec des prêts de la Banque mondiale. Et bon, ça a été une croissance, photo de la zone aujourd'hui. Euh, donc, au Ghana, bon, il faut parler un petit peu aussi de quel est le cadre juridique de ces zones franches. Et comme je vous disais avant, donc, au Ghana, on a deux définitions des zones franches. La première, c'est celle géographique, comme je vous disais, donc une zone géographique en enclave qui permet aux entreprises de s'implanter dans la zone désignée. Ou bien, on a aussi la possibilité pour une entreprise qui veut produire pour l'étranger de devenir une zone à entreprise unique ou un point franc. Cette entreprise, elle peut s'établir n'importe où au Ghana et compter comme un espace franc au fond de la loi. L'obligation pour ces entreprises, c'est de exporter au moins 70% de la production. Et comme je vous disais avant, donc on a selon cette loi du 95, on a quatre enclaves, mais seulement l'enclave de Tema Free Zone, est en pleine opération. Et, et qu'est-ce que sont les bénéfices? Donc, on a une exonération des taxes et des coûts directs et indirects sur les exportations, mais aussi sur les matériaux qu'on importe pour produire dans la zone. On a aussi une exonération de l'impôt sur les revenus pendant les 10 premières années d'activité. Et les investisseurs étrangers ou locaux peuvent détenir 100% de leurs actions et il n'y a pas de limite au rapatriement des revenus. Selon la loi, et ça c'est un point assez important pour notre histoire, ces zones doivent être développées par des initiatives privées. Donc, la raison pour laquelle, comme je vous disais, les zones des Chama, des Sekondi et des Ashanti ne sont pas encore développées, c'est parce qu'on n'a pas encore, des investisseurs qui se sont proposés pour développer ces zones. Donc, la loi établit aussi la Ghana Free Zones Authority. Vous voyez ça, leur bâtiment à Accra. La mission de la Free Zone de l'autorité de zone franche au Ghana, c'est d'examiner les demandes d'activité des nouvelles zones franches. Parce que, comme je disais, on peut avoir des privés qui peuvent établir des zones franches au Ghana. Et aussi les demandes d'activité d'entreprises qui décident d'opérer dans la zone. Ils sont aussi chargés de délivrer les permis d'opération dans la zone et les permis d'exercer les activités dans la zone. Ils font aussi du contrôle et de supervision des activités dans les zones, dans la zone des thémas surtout. Et il veille à la conformité des opérations dans la zone et à la législation applicable dans la zone.
Et aussi, ils collectionnent les données et ils font des études sur les zones. Et ce qui est important, c'est que cette autorité donc, est sous l'égide du ministère du Commerce et de l'Industrie ghanéenne. Euh, mais elle est autonome du point de vue financier et elle n'a pas de capacité juridique. Donc, elle ne peut pas stipuler des contrats ou même, comme je disais, financer directement les développements des zones. Donc, on me disait, par exemple, oui, on ne peut, on n'a même pas les pouvoirs d'ériger des murs sur ces terrains parce que nous, il faut que ce soit des privés qui font ça. Parce que c'est la loi qui dit ça. Et donc, et c'est pour ça que euh, certains l'ont défini une autorité sans autorité. Bon, alors, les panoramas du ZES au Ghana en général. Euh, donc, comme je disais, on a 4 enclaves. Les autres, seulement l'enclave de Tema est en pleine opération. Les autres euh, ont, dans les autres, on a quelques entreprises. À Ashanti, je ne crois pas, on n'a pas d'entreprise, mais à Shama et Sekondi, on a quelques entreprises, mais elles ne sont pas développées complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, même la zone des thémas, donc elle héberge 90 entreprises, mais quand on va voir, seulement 34 entre ces entreprises ont le statut de zone franche. Les autres 56 entreprises, en fait, c'est des entreprises normales qui produisent pour les marchés locaux. Donc, elles ne sont pas vraiment effectivement pour l'exportation. Et ça, c'était quelque chose qui a commencé dans les années 2000 sur conseil de la Banque mondiale parce que au début, cette zone, on n'avait pas beaucoup d'entreprises qui voulaient s'installer dans cette zone et donc on a décidé de laisser aussi des entreprises qui produisaient pour les marchés locaux, on les a laissées aussi s'installer dans la zone. Euh, bon, donc ça. Et, et aussi, comme je disais, la plupart des zones franches au Ghana, elles se trouvent au dehors de ces enclaves, de ces zones géographiques, parce que en fait, on a presque 200 entreprises qui sont certifiées en tant qu'entreprises des zones franches, mais la majorité de ces entreprises sont des points francs, donc elles sont partout au Ghana, en tout cas, sont au dehors de l'enclave. Et donc, seulement 43 sont localisés dans une des 4 enclaves. Je disais 34 à Tema, une à Shama et 8 à Sekondi. Donc, la grande majorité, 154, s'agit de zones à entreprise unique et se trouvent au dehors des zones. Mais au fond de la loi, elles constituent quand même des zones, des territoires francs. Pardon. Donc ça, oui, j'ai parlé des zones publiques. On a aussi des zones privées. Hein. Donc, on a un Dawa Industrial Park. Donc, ça, c'est un parc, pour l'instant, et c'est encore vraiment, il n'a pas encore statut des zones franches. C'est un privé privé ghanéen qui l'a développé. Et puis, comme je disais, en 2020, on a aussi cette parc à capitaux chinois qui s'appelle Bright International Free Zone. Et, et bon, donc ça, c'est en total dire, 6 zones économiques spéciales au Ghana.
Il faut dire que le Daiwa Industrial Park et la Bright International Free Zone sont oh, quand on a fait les entretiens, ils étaient en train d'obtenir leur statut des zones franches, mais ils l'avaient pas encore obtenu. Mais je crois, je n'ai pas vérifié si maintenant ils ont ou pas, mais oui. Donc, et un peu, je vais vous parler aussi un peu de caractéristiques des entreprises qui opèrent dans ces zones. Donc, c'était intéressant. Donc, c'était en 2022 qu'on a fait les entretiens et à ces temps-là, entre ces 109, presque 200 entreprises, on avait 42 qui n'étaient pas en opération. On venait d'une fermeture des frontières qui avait été assez lourde, surtout pour les exportateurs. Et donc, on avait même suspendu l'obligation de vendre 70% ou plus à l'étranger. Et quant à la propriété, la majorité de ces entreprises sont des propriétés ghanéennes. Après, on a 33% des propriétés étrangères et 31%, c'était des JV entre Ghanéens et étrangers. Et, et bon, donc ça, c'était un peu le panorama, les contextes où s'inscrit cette présence chinoise au Ghana qu'on va analyser. Donc, avant ça, donc, juste 2 mots sur la situation. Donc, comme on disait, cette politique d'établissement des points francs ou zones franques, d'une façon, c'est dicté par la nécessité de vraiment soutenir cette industrialisation. Mais peut-être que cette politique de pouvoir ouvrir une entreprise franque aussi au dehors de la zone fait qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises dans la zone. Aussi, on a relevé un peu un problème on avait un peu un possible doublon. C'est qu'on appelle doublon, mais c'est qu'on a beaucoup de politiques pour stimuler l'industrialisation au moment au Ghana. Et ces politiques, elles se font un peu la compétition parce que, par exemple, on a cette politique qui s'appelle One District, One Factory, qui facilite l'établissement des entreprises dans chacun des 161 districts administratifs du Ghana. Et ça offre des facilitations qui sont très proches à ce qu'on offre avec la politique des zones franches. Et donc, c'est un potentiel compétition parce que si vous êtes un investisseur, vous avez ces deux politiques, ces deux programmes. Et enfin, la One District, One Factory ne t'oblige pas à exporter 70% de ton produit, alors que la politique plus traditionnelle des zones franches, oui. Et, par contre, avec tout ce qui est politique, comme on nous disait lors des entretiens, cette politique de One District, One Factory, elle est plus politique parce que je crois que si les gouvernements changent, la politique peut-être que va pas être continuée, alors que cette politique de zone franche est moins politique de ce point de vue. Et donc, bon, ça existe depuis les années 1990 et elle est là, elle va rester. Mais c'est que, comme je vous ai expliqué, on a aussi cet écart entre ce qui est prescrit par la loi et les pratiques, parce que, comme on disait, selon la loi, il faut établir des zones franches pour l'exportation, mais en pratique,
quand on regarde à la zone de Tema, bah, elle fonctionne pour la plupart comme un parc industriel. Donc, la majorité de ces entreprises ne sont pas des entreprises qui produisent pour l'exportation. Donc, on a un problème. Et comme on nous disait, bah, on est en train on est dans une transition. On est en train de repenser les modèles vers un modèle de zones économiques spéciales euh, qui donc inclut plus en général aussi production pour les marchés locaux et qui est déjà implémenté de facto. Lors de nos entretiens, on nous disait, bah, ça, c'est pas plus gagnant. Et, et, et bon. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de cette zone chinoise au Ghana. Donc, elle a été établie en 2020 à Fienia, qui est à 2 heures d'Accra. Euh, Malgré son nom, elle n'était, au moins au moment de notre entretien, c'était pas encore une zone franche, mais c'était un parc industriel où les entreprises y établies produisaient pour le marché local. Et l'investisseur, c'est un investisseur privé euh, qui a investi la zone avec ses, son, euh, ses ressources et les ressources d'autres amis, familiers, des autres investisseurs, mais il a, oui, et, euh, et apparemment, il donne des quotes, des intérêts dans la zone. Donc, c'est un peu comme un investissement que ces investisseurs font. Et comme il nous racontait, bah, son intention initiale, c'était de, 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 de créer une zone commerciale, donc moitié Iwu, comme les pôles du commerce ici en Chine, et moitié zone industrielle Tema. Et il nous racontait que c'était l'ambassadeur chinois à l'époque au Ghana qui lui avait donné l'idée de créer aussi un parc industriel. Et en 2022, cette zone a accueilli 20 entreprises, petites, moyennes. Ces entreprises produisaient pour les marchés locaux. On avait une usine de concentré de sauce tomate, une cimenterie, c'était du recyclage du plastique. Donc, en fait, une dizaine de ces usines, c'était à lui, donc au propriétaire de la zone. Et puis, on avait d'autres entreprises chinoises, donc en total une vingtaine. Et il employait un millier de locaux. Et on avait des Chinois, peut-être une dizaine de Chinois dans des positions de supervision et de techniciens. Et, et bon, donc c'était manufacture assez bon, simple, comme vous voyez, meubles, perruques, et aussi usine d'assemblage de réfrigérateurs et climatisateurs. Et bon, la zone était déjà opérationnelle, mais il était encore en train de construire certaines choses comme, par exemple, une centrale électrique. Et il nous racontait que la pandémie a eu un rôle assez important dans la décision de développer cette zone parce qu'à un moment donné, importer de Chine coûtait, bon, le prix d'un conteneur était sextupliqué, donc 6 fois, il coûtait six fois plus de importer de Chine. Et donc, c'était à ce moment-là que, pas seulement lui, mais aussi d'autres avaient décidé de commencer à produire certains produits au Ghana. Oui. Et bon, ça, c'était là.
l'usine de Tong. Et, et bon, donc, plus en général, comme je disais, au Ghana, là, on a une grande présence industrielle. On parle de 80, au moins 80 entreprises publiques avec une présence au Ghana. Bah, bien sûr, ils sont là, mais ils sont là surtout pour les projets d'infrastructure. Donc, c'est pas toujours qu'ils ont des projets. Donc, euh, si on n'a pas des projets, peut-être ils n'ont pas beaucoup de gens sur place, mais ils ont quand même leurs bureaux. Normalement, leur bureau, c'est aussi, ben, c'est pas normalement, mais euh, souvent, ils habitent aussi, ce sont des maisons, hein, et ils habitent parfois dans la maison, parfois non, mais parfois, ce sont des équipes très, très petites quand on n'a pas de projet. Et après, on a aussi beaucoup d'entreprises privées. Et, et souvent, ces privés, peut-être, ils arrivent avec des projets d'infrastructure et puis ils décident de rester et de créer leur propre société, leur propre entreprise. Et souvent, ils font à la même manière que les sociétés ghanéennes font. Donc, on a souvent des groupes de sociétés. Ça, ces formats, c'est assez comment. Donc, on a, par exemple, on a plusieurs, ce sont des groupes de sociétés et on a plusieurs entreprises lors d'une société. Donc, par exemple, bon, on peut avoir un hôtel, une entreprise de construction, une entreprise de filet de pêche, de carreaux. Et l'idée, c'est aussi que ces entreprises s'aident. On a une aide mutuelle dans les temps. C'est aussi une façon euh, pour éviter les risques financiers. Donc, on peut, les entreprises s'aident entre eux. Et, mais bon, donc la majorité de ces entreprises produisent pour les marchés locaux. Et en fait, bon, on a fait des entretiens avec 4 entreprises qui soit opéraient dans les zones, soit étaient en train de considérer de devenir des zones franches. Euh, mais bon, la majorité de ces entreprises nous a dit que ils considéraient l'opération dans ces zones comme peu pratique pour des raisons économiques, mais aussi d'infrastructure, qui n'étaient pas trop bonnes. Et bon, donc ça dépendait aussi de quel type de business ils faisaient, mais normalement, on nous disait qu'ils préféraient opérer au dehors des zones et aussi que cette obligation d'exporter 70 de produits, c'était vraiment beaucoup. Euh, et bon, et donc ça pour la présence d'entreprises chinoises dans les zones. Et maintenant, je vais parler du rôle du modèle chinois, donc Chine en tant que modèle chinois. Euh, Selon nos entretiens avec la Ghana Free Zones Authority, euh, les rôles du modèle chinois entre les décideurs politiques ghanéens est assez limité. Euh, donc, plusieurs gens de cette autorité avaient en fait fait des voyages d'études en Chine plusieurs fois, mais nous avait, quand on parlait de modèles de développement des zones, ils pensaient surtout, ils faisaient mention du Maroc, du Nigeria, et ils considéraient ces pays plus intéressants et plus proches au contexte ghanéen que le contexte chinois. Pourquoi? Parce que eh ben, c'est vraiment un modèle différent. Comme je disais au Ghana, ces zones, selon la loi, il faut que ces zones soient développées par des privés, alors qu'en Chine, les soutiennent. Donc, on a un différent rôle pour l'État et en Chine,
l'État est très actif dans le développement de ces zones. Aussi, on nous a fait mention du système foncier qui est assez différent entre les deux pays. Et, et aussi, bon, le fait qu'en Chine, bon, les zones économiques en Chine, euh, donc en fait, les zones économiques en Chine, c'est aussi pour la production pour les marchés locaux, alors que, encore une fois, quand on regarde la loi au Ghana, euh, on parle encore de Export Processing Zone. La loi prescrit l'exportation encore de la plupart de la production. Et puis, bon, dans notre article, on faisait aussi des hypothèses, l'avancée des hypothèses pour l'absence des zones économiques chinoises comme en Éthiopie ou ailleurs. Et donc, bah, sûrement ces contextes, ces différences, la même raison pour laquelle les policymakers ghanéens trouvent trop de différences entre les deux contextes. Peut-être c'est aussi la raison pour laquelle bon, cette, ces expériences de zones économiques chinoises au Ghana n'ont pas abouti. Aussi, il faut dire que cette politique de financement direct euh, des, pour créer ces zones est terminée, je ne sais pas si c'est 2009 ou 2010, mais de toute façon, a duré que quelques années et après a terminé. Donc maintenant, les MOFCOM ne financent plus directement la construction de ces zones. Donc peut-être dans cette fenêtre des temps, on n'a pas d'occasion politique, peut-être comme on fait l'hypothèse, euh, pour développer ces genres de partenariats. Donc, mais en conclusion, cette idée de Chine en tant que modèle de développement, modèle pour le développement des zones économiques au Ghana, au Ghana au moins, le rôle de la Chine est très marginal. Et, et, et ça, c'est assez différent du rôle que la Chine a eux dans d'autres pays. Et ben, si on peut, je ne sais pas si est-ce que j'ai encore un petit peu de temps, Thierry, ou non? Ah oui, oui, mais comme vous aviez prononcé le mot conclusion, Désolée, non, devrait j'ai. intéresser, mais je vous laisse continuer. Ok, ok, pardon. Donc, oui, donc, bah, on passe d'une période en optimisme initial quant au rôle de la Chine, du modèle chinois dans le développement de ces zones, à un plus pessimiste. Euh, donc, cette idée que les modèles chinois, donc, c'est pas réplicable, ce modèle de Shekau, c'est pas réplicable à Djibouti, par exemple, ou bien un autre étude qui trouve qu'il n'y a pas de propagation sur l'économie locale dans le cas d'une zone économique spéciale en Éthiopie, ou encore tous les travaux de Thierry Perrault sur cette idée que ces zones seront, vous voyez ces zones comme une perversion, un détournement de ces modèles chinois en Chine, parce que bon, ça serait un peu une continuation de ces zones en Chine, mais transplantées à l'étranger, donc faisant l'intérêt des entreprises chinoises à l'étranger et pas l'intérêt des pays africains. Il y a aussi la question effectivement, ça pardon, qu'est-ce que ça a été en fait, quelle est la raison du succès aussi de zones économiques chinoises en Chine? Ça aussi, et donc sans réplicabilité, mais aussi les conditions donc pour les succès de ces modèles, même en Chine, comme vous observez. Et il faut aussi dire que bon, quand on parle d'Afrique, on a aussi plusieurs certaines études ont trouvé qu'on a plusieurs modèles chinois en fait en Afrique. Et
parfois ce modèle chinois est un peu un paravent et un peu un lieu commun rhétorique, un peu un conteneur qui en remplit avec des agendas et des thématiques les plus différentes dans les différents pays. Et, et bon, ce qui est vrai, c'est que finalement, ce qu'on peut observer, c'est quand même cette explosion de zones économiques en Afrique, que le nombre n'a pas cessé d'augmenter. Et donc, ça montre une claire volonté du gouvernement africain de continuer à expérimenter avec ces zones. Et ça, c'est un screenshot des objectifs des zones selon sur les sites de la Ghana Free Zones Authority. Bah, le premier bout, c'est attraction d'idées. Le deuxième, création d'emplois. Et il ne faut pas oublier, c'est dans un contexte une jeune population, boom démographique et bon, très peu d'emplois, chômage. Et donc, et aussi croissance d'exportation des recettes en devises, partenariat avec des investisseurs locaux, transfert des connaissances techniques et managériales. Et après, oui, on a ces points. Donc, on a plusieurs fonctions. Et donc, je crois que aussi sur la base de ce qu'on considère comme but de ces zones, c'est notre jugement sur le succès de ces zones, ça va dépendre aussi de ce qu'on considère comme leur fonction. Euh, et donc, pour conclure, à guise de conclusion, bon, les rôles de la Chine, donc c'est vrai qu'on entend souvent dans la littérature ces rôles de la Chine dans les zones économiques spéciales en Afrique. Bah, il faut souligner que ce rôle est important, mais seulement dans certains pays. Comme je vous ai montré, au Ghana, par exemple, ce rôle est très limité. Et bon, comme je disais, c'est difficile de mesurer les succès et la capacité de cette zone. Donc, premier, les succès, parce que qu'est-ce que c'est les succès? Que les entreprises viennent s'installer dans ta zone ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Promouvoir l'industrialisation, une transformation économique plus générale dans les pays. Donc, c'est difficile aussi de donner, d'évaluer. Et aussi, il ne faut pas oublier que le développement de ces zones prend plusieurs années. Et les trajectoires aussi ne sont pas linéaires. Donc, peut-être qu'une zone ne fonctionne pas bien et après, elle fonctionne bien et après, euh, elle ne fonctionne plus bien. Donc, ça, c'est aussi ça qu'il faut prendre en considération. Mais de toute façon, ce que je veux souligner, c'est qu'elles sont en augmentation dans les continents et elles sont considérées comme un outil pour attirer, bah, comme je disais avant, comme un outil pour industrialiser. Donc, bon, comme d'ailleurs dans le monde, ils ont eu succès dans certains pays et dans d'autres, ils n'ont pas de succès. Donc, à mon avis, bon, chaque pays africain reste et sera un cas à soi. Donc, il faudra bien évaluer pour chaque pays comment, comment sera l'avenir. Bah, merci beaucoup pour votre attention. Ça, c'est un screenshot aussi pris par le site de la Ghana Free Zones Authority. Et comme vous voyez, les, les investisseurs français francophones sont aussi les bienvenus. Euh, ça, c'est... oui. Euh, bon, bah, je vous laisse la parole, Thierry. Merci beaucoup pour l'attention. Ah, bah, écoutez, c'est nous qui vous remercions. Cet exposé est vraiment très riche. Et je vous remercie surtout d'avoir commencé par la genèse, parce que vous avez permis ainsi de repréciser un certain nombre de points. En fait, ce qui émerge de votre exposé, c'est que le mot zone économique spéciale, c'est une espèce de mot qu'on brandit, euh, un peu comme une baguette magique qui devrait résoudre des problèmes et qui est paré d'une vertu chinoise, alors que vous nous avez montré qu'il y avait un foisonnement d'activités
qui pouvaient s'apparenter, mais qui ne s'apparentaient pas forcément vraiment. Et ça mérite de revenir sur certains aspects. D'abord, l'expression même de zone économique spéciale, elle est arrivée tout à fait par hasard en Chine, hein. Il y a une anecdote qui voudrait que ce soit, Deng Xiaoping discutant avec le père de l'actuel secrétaire général du parti, qui soit tombé tout d'un coup en: «Ah, spécial» et cetera. Bon, toutes des histoires comme ça. Mais alors ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le fait que les Chinois ne reconnaissent que 4 zones économiques spéciales, hein, qui sont les 4 zones initiales. Or, ces zones, elles avaient une fonction qui dépassait très largement le problème des exportations. C'était même pas l'objet principal. L'objet principal, c'était d'expérimenter des réformes et avec pour objectif que les zones économiques spéciales disparaissent, ne deviennent plus des zones, ne soient plus spéciales. C'est-à-dire qu'on et alors vous avez tout un certain nombre d'exemples, par exemple, l'apparition des contrats de travail qui ont été d'abord expérimentés à Sheko, ensuite dans la zone de Shenzhen, ensuite dans les autres zones économiques spéciales et progressivement comme ça, sur un espace d'à peu près 10 ans, introduits dans toute l'économie chinoise. On a la même chose pour le plan comptable. Donc en fait, si les zones économiques spéciales, ce sont des zones d'expérimentation, de solutions pour réformer le pays. Donc on est dans un cadre qui n'a strictement rien à voir avec le cadre dans lequel on est aujourd'hui. Et on oublie aussi que, bon, vous avez fait l'historique, mais il y a un théoricien qui est Marshall, au 19e siècle, qui a discuté sur la constitution de districts industriels. Et aujourd'hui, on en revient d'une manière générale pour tenir compte de la variété avec l'expression parc industriel. Et d'une manière générale, les Chinois, par rapport à ce qui se passe chez eux, emploient maintenant cette expression beaucoup plus générale dans lesquelles il y a effectivement les zones économiques spéciales. Donc, il y a un discours chinois, il y a un discours occidental, un discours Banque mondiale. Quand je dis occidental, j'aurais dire un discours non chinois, hein. Et donc, finalement, chacun peut se sentir libre de dire ce qu'il veut à propos de cette expérience. Ça, c'est un premier point. Mais malgré tout, notre connaissance reste très limitée ou très aléatoire. Alors, je vais prendre 3 points sur que vous avez évoqués, sur lesquels je ne suis pas d'accord. Ça ne vous étonnera pas, hein, que je critique, vous me connaissez suffisamment bien. Par exemple, la zone de Téda en Égypte. Alors effectivement, c'est présenté et par les Chinois et par tout le monde comme étant l'expérience emblématique des zones économiques spéciales chinoises. En fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que l'endroit où se trouve cette zone, c'est une zone économique égyptienne. Et que dans la zone économique égyptienne, on a créé un emplacement où on a réservé un emplacement pour que les Chinois fassent leurs petites affaires. Alors, comment doit-on qualifier ça? Comme une zone économique spéciale ou une sous-zone économique spéciale? Mais toujours est-il qu'on est dans une implantation égyptienne, dans un système égyptien géré par les Égyptiens et qui confie une partie de ce territoire, de cette enclave, hein, à une entreprise chinoise dont le rôle n'est pas tant de gérer une zone économique spéciale, mais servir d'interface à des entreprises chinoises parce qu'au moins, là, il y a quelqu'un qui va être capable de parler avec les autorités. Au moins, il y aura quelqu'un qui sera pas capable de parler anglais. Mais par contre, toutes les opérations qui vont pouvoir se faire, elles vont se faire un petit peu comme dans une espèce de prolongation de la Chine elle-même dans une petite bulle. Bon, donc, disons que le statut de zone économique spéciale tel que l'entend le rapport de la CNUSED ou les rapports de la Banque mondiale, là, on peut s'interroger sur la justification d'un tel emploi. Vous avez parlé aussi de la zone de Eastern Industrial Zone en Éthiopie. Cette zone n'a pas le statut de zone économique spéciale en Éthiopie, hein.
cette zone a été créée avant que le statut soit défini, le département du ministère des Finances soit créé pour la gestion des zones économiques spéciales, mais elle ne fait pas partie, elle n'a même pas les avantages qu'ont les entreprises qui sont dans les zones économiques spéciales. Alors en Éthiopie, vous avez un certain nombre de situations particulières qui se rapprochent des points francs, mais ils n'ont pas les avantages qu'ils auraient s'ils étaient des zones économiques spéciales éthiopiennes. Alors, est-ce que là, on doit aussi les inclure dans ce modèle-là? Et le dernier point, c'est le problème de l'équille. Alors là, par contre, je suis encore beaucoup plus dubitatif quant à considérer que la zone de l'équille soit une zone économique spéciale chinoise. L'entreprise qui gère la zone économique spéciale, qui a eu la concession pour 45 ans de la zone économique spéciale, c'est un fabricant de nouilles de Singapour, qui est au Nigeria depuis 17 ou 20 ans, ou quelque chose là, hein, et qui n'a pas de relation directe, a priori, avec les entreprises chinoises. En revanche, il y a effectivement une entreprise chinoise qui a été missionnée pour construire le port. Mais ça n'en fait pas la gestionnaire de la zone économique spéciale. Mais effectivement, alors là, on en revient aussi à la discussion que nous avions eue avant la séance, à savoir au jeu auquel jouent les entreprises. On met ça en avant, les entreprises se mettent en avant en disant c'est nous qui, et les autres qui éventuellement, puis ça les arrange, ce sont les Chinois qui. Bon. Mais disons que la zone économique spéciale de l'EQI, ce n'est pas une zone que l'on puisse qualifier de chinoise à l'heure actuelle. Il suffit d'ailleurs de voir les entreprises qui sont impliquées à des niveaux importants. La gestion du port est confiée à CMA-CGM. Alors, je sais que les rapports de la CMA-CGM avec la Chine sont très compliqués pour dire les choses de façon euphémique, hein, mais malgré tout, ce n'est pas encore une entreprise chinoise. Donc, il faudrait. Alors, je me suis senti très fier et en même temps en profonde contradiction quand vous avez cité mon article dans lequel je calcule un nombre éventuel de zones créées par les Chinois. Il y a 2 jours, de dire à quelqu'un que celui qui serait capable de donner un chiffre, soit il ne comprend pas la Chine, soit il ne comprend pas l'Afrique, soit il ne comprend pas les deux. Alors, donc, je me suis retrouvé en face de mes contradictions. Mais en même temps, si, ça explique quand même une chose, c'est que quand on essaye d'avoir un raisonnement un peu fin, on est dans la capacité d'essentialiser un phénomène. Là, en prenant une petite piste, j'arrivais à chiffrer à 19. Je crois quand même il y avait un certain nombre de nuances, mais qu'en fait, quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a une dilution de la sénitude. Alors, et ça, ce sont les travaux que vous menez, hein, et ce qui fait que ce que l'on doit finalement retenir de ces expériences et de votre exposé, c'est que tous ces pays sont à la recherche de solutions et pour pouvoir s'industrialiser, mais qui n'en ont pas trouvé une qui serait particulièrement miraculeuse, même s'ils essaient de la peindre aux couleurs chinoises parfois, hein, et que malheureusement on se retrouve aujourd'hui dans des situations qui est fondamentalement, enfin du moins du point de vue intellectuel, pas très différente de ce qu'elle était il y a 20 ans. Hein. Donc, moi, c'est un petit peu le sentiment, hein, qui ressort de l'exposé que vous avez fait, à savoir qu'il n'y a rien de chinois, on s'illusionne par rapport aux mots. Je pense que l'expression parc industriel serait effectivement plus générale et permettrait peut-être d'avancer puisqu'on mettrait une étiquette sur toute une variété de dispositifs, mais qu'on est toujours à la recherche d'une solution. Merci beaucoup pour vos remarques.
Oui, moi, je trouve que les problèmes de définition, c'est un problème très grand parce que, bah, comme je disais aussi, qu'est-ce qu'on dit alors de ces points francs? Par exemple, on ne compte pas ça, mais ça, au Ghana, au moins, ils sont la majorité. Mais si on parle effectivement, dans notre imaginaire, l'idée d'une zone, d'un parc, d'un enclave, si c'est ça enfin, euh, quand on parle des zones économiques spéciales, c'est ça. Plus que c'est autre définition plus juridique d'espace, mais espace juridique. Euh, et, et bon, et je trouve, et en fait, ça c'est aussi c'est intéressant parce que dans ces rapports de l'UNCTAD, en fait, dans leur cas d'étude, ils utilisent des zones de points francs comme cas d'étude des accès, alors que ces zones, elles ne sont pas, ces entreprises, ces gens, ces types de zones économiques, de zones franches, elles n'est pas inclus dans la définition elle-même. Donc ça, et ça, c'est encore plus problématique, comme vous dites, on, quand il s'agit pas juger ou définir la nationalité, l'identité d'une zone, donc la nationalité, dans ces cas-là, la finitude d'une zone, et tous les niveaux, parce que bon, c'est public-privé, ce sont les quotes, c'est la propriété, donc vous faisiez mention du Nigeria. Oui, les gestionnaires, mais il faut aussi il y a les gestionnaires, mais il y a aussi la propriété. Là, je suis pas trop sûre si c'est en 40-60 comme dans le cas de Ogun ou pas. Je ne Je parle pas croyais que d'Ogun, non, c'était... je ne parlais pas d'Ogun, je parlais de l'Eki. Hop là, ça a sauté. Ah. Oui, La, elle a disparu. la liaison avec la Chine, j'espère, va se rétablir très rapidement. Elle est là, Paola. J'arrive. Pardon, Voilà, oui. c'est tombé. Oui, donc non, je ne connais pas en fait la structure des propriétés de gouvernance. Mais oui, c'est vrai que chaque cas est à soi. Et quand on a des définitions, bah, il faut vraiment, c'est assez arbitraire de inclure certaines choses et exclure des autres. Et, et donc, oui, et comme vous disiez, oui, je suis d'accord avec vous que finalement, si le but est le cas euh, de décrire ces phénomènes de création de parcs, c'est plus, ça serait peut-être plus correct de parler de parcs industriels au lieu que des zones économiques, parce que ça, c'est un peu plus inclusive, peut-être. Euh, C'est-à-dire que c'est un côté magique, les zones économiques spéciales. je ne sais pas si... Parce qu'automatiquement, c'est rapporté au développement chinois. Donc, si on importe le mot, on va importer aussi le développement. Alors, c'est totalement faux. Et de ce fait, on arrive à donner à des manifestations une importance qu'elles n'ont pas forcément par rapport au projet de développement économique d'un pays donné. Hein, que la présence chinoise en Égypte soit importante pour l'économie chinoise, c'est exact, mais que ce n'est pas forcément parce que ça serait une zone économique spéciale. Alors, il est possible qu'en analysant le problème par rapport à l'expression zone économique spéciale, on passe à côté de la réelle importance et des moyens à mettre en œuvre. Hein, on se bloque la vision.
Après, je me demande, parce que bon, on a les rapports qui parlent de zones économiques spéciales, mais après, je me demande au niveau des pays, par exemple au Ghana, on ne parle pas de zones économiques spéciales. On parle que de free trade zones ou export processing zones, mais c'est que quand on parle avec les policy makers, c'est là peut-être on commence à parler des zones économiques spéciales maintenant, mais c'est qu'on a maintenant, mais après, je ne sais pas comme ça est dans d'autres pays, mais en tout cas, dans les cas ghanéens, on n'a pas cet effet magique que les mots zones économiques spéciales portent, parce qu'on n'a pas vraiment, oui, on n'a pas vraiment encore, je ne sais pas si ça va arriver dans l'avenir, mais au moment, il n'y a pas. Xavier, Oui, Thierry. Oui, je vais remettre la caméra. Merci Paola déjà pour commencer. Comme l'a dit Thierry au début de son intervention, c'était vraiment très riche. Donc j'ai appris plein de choses. Moi qui ne suis pas spécialiste comme Thierry des EDS et autres parcs industriels. Euh, alors j'avais quelques petites remarques rapides et puis des questions aussi. Je vais essayer d'être bref pour laisser la parole à d'autres. Euh, Il y a un mot qui m'a interpellé quand Thierry parlait, c'était notamment le mot solution, en fait. Et on voit bien que les autorités africaines, politiques et économiques, recherchent des solutions pour attirer les IDE, les capitaux, pour industrialiser leur pays, leur territoire, pour créer des emplois, etc. Enfin, bref, je ne vais pas refaire le schmilblick. Et je me disais que c'était quand même très dangereux quelque part, de tout concentrer au même endroit, de mettre un peu tous ces œufs dans le même panier, parce que forcément, mettre tout le capital au même endroit, mettre des moyens humains, technologiques, techniques, politiques et en partie aussi financiers, économiques, c'est quand même assez dangereux. Et ça me faisait penser à un domaine qui est assez différent, mais qui finalement se rapproche quand même. Il y a une proximité quasiment idéologique, c'est l'accaparement de terres. Que les acteurs économiques publics, privés, semi-publics, parapublics, chinois, français, américains, saoudiens ou russes, peuvent exercer en Afrique. Mais je trouvais qu'il y avait une forme de parallèle, en fait, dans la concentration du capital, quoi. En tout cas, à ce niveau-là déjà. Donc une dangerosité à ce niveau. Et du coup, je me demandais si le projet de la ZLECAf, la zone de libre-échange du continent africain, la ZLECAf, voilà, du coup, elle n'allait pas altérer un petit peu ces politiques, ces stratégies développementalistes africaines, puisque de fait, on aurait, au conditionnel, hein, on aurait un effacement quand même des barrières tarifaires, non tarifaires, des droits de douane en partie, etc. Et donc ça pourrait altérer un petit peu les stratégies économiques développementalistes africaines, de mon point de vue, mais là, c'est le géographe non économiste qui parle. Bon, il y avait ce point-là. Après, je me demandais également pourquoi les Ghanéens n'allaient pas jusqu'au bout. Et là, je pense à la Côte d'Ivoire voisine, aux Ivoiriens à côté, qui ont construit Vitib. Alors, je ne me rappelle plus exactement du sigle, mais c'est le village des nouvelles technologies et de la biotechnologie, je crois. Enfin bref, en tout cas, c'est une concentration pour le coup dans une zone que je ne vais pas développer, mais une zone où on a effectivement des nouvelles technologies et on a une activité en particulier qui est vraiment concentrée dans cette zone-là. Donc, tu m'entends? Parce que ça a coupé un peu. Ça va, Paola? Tu m'entends? elle a coupé son son. Ouais, si, ça a l'air de revenir. Enfin voilà, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et privilégier. Ouais, ça coupe un peu, Ah, ça saute un peu. voilà. Bon, on va attendre un peu OK, qu'il revienne. j'arrive. Oui, Je suis oui, là, Ah oui, oui. oui, oui. d'accord. Tu disais, Xavier? Oui, alors je disais quoi? Non, non, pourquoi les Ghanéens ne copiaient pas pour le coup le modèle ivoirien en Mhm. concentrant, enfin, en se spécialisant dans une zone en tout cas, sur une activité en particulier.
Voilà. Mhm. Et donc, ça me renvoie à un élément que tu n'as pas abordé, je crois, mais peut-être que j'ai pas fait attention. C'était le Freeport, le port franc d'Atoabo, dans le Mhm. sud-ouest, Atoabo. Donc, un Oui. port franc que je connais peu, hein, mais peut-être que tu as des informations, toi, de ton côté là-dessus. Donc, un port franc que le gouvernement, en fait, l'ex-gouvernement d'ailleurs, ghanéen, voulait développer. Alors, je ne sais pas si ça a été mis en place, si ça a été vraiment concrétisé, matérialisé, mais il voulait vraiment faire un port franc au niveau d'Atoabo, donc au sud-ouest du Ghana, vers la Côte d'Ivoire pour le coup. Et puis une question très pratique, mais quand le gouvernement ghanéen en particulier, même s'il mobilise des capitaux privés, chinois ou autres, euh, comment il fait pour aménager la zone? Est-ce que c'est lui, avec son argent, avec ses moyens, ses hommes, etc., qui aménage la zone, l'accès à la zone, donc les routes, les infrastructures économiques, énergétiques, etc. En fait, qui aménage la zone concrètement? Je sais qu'après, évidemment, on aura des IDE, des investissements, notamment privés, étrangers, mais à l'origine, qui décide d'aménager la zone à cet endroit-là, etc., etc. Si tu as un exemple en particulier. Oui. Oui. Alors, merci beaucoup, Xavier, pour tes questions. Donc, premier, sur la question de la concentration de capital, ton comparaison avec l'accaparement des terres. Et je crois que en fait, chaque pays a son particularité, donc son système foncier. Ça dépend beaucoup du système foncier. Donc, par exemple, vous citez la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est possible. Au Ghana, c'est pas possible parce que c'est que des concessions. Les terrains peuvent seulement être loués pour 50 ans. Et c'est ça aussi, en fait, qui a frustré beaucoup d'investissements au Ghana pour cette raison. Et bon, mais donc c'est une situation différente. Donc, au moins au Ghana, ça peut pas s'est passé pour cette raison. Euh, tout faisait mention de African Free Trade Zone Area. Comment on dit en français? ZLECAF, ZLECAF, Zone de ZLECAF, libre-échange ZLECAF. continentale africaine. Zone de libre-échange commercial. Donc, en fait, les zones économiques spéciales ou ces parcs industriels, elles posent des problèmes, surtout en ce qui concerne les Rule of Origins, les règles d'origine, parce que euh, pour avoir du libre commerce, il faut éliminer les subventions, alors que si on produit dans une zone, on va pas. Donc, premier, l'origine. Donc, bon, je peux exporter du Ghana partout en Afrique, mais ce sont des claires subventions que je reçois parce que je suis dans la zone, donc je ne vais pas payer de taxes, des choses comme ça. Donc, en fait, ça pose problème parce que ça fait de la compétition inégale aux entreprises qui ne travaillent pas dans ces zones. Après, comme je disais, ce n'est pas nécessairement une zone géographique parce qu'au Ghana, elles sont partout dans les pays. Et donc, ça dépend aussi quel genre de système sur de zones économiques spéciales ou, comme disait Thierry, peut-être mieux parler les appeler dans une autre façon, mais de toute façon, euh, oui, on peut avoir pas, une compétition. Euh, tu parlais aussi du fait que, bon, on a plusieurs zones comme en Côte d'Ivoire, comme tu disais, qui peuvent se spécialiser sur un élément, sur un type de business. Et en fait, on nous disait aussi lors des entretiens que ça, c'est aussi l'objectif au Ghana, de chercher de mettre ensemble les entreprises qui font les mêmes choses, donc de créer de clusters industriels pour avoir un partage aussi d'expertise, de technologies, de ressources humaines. Et, euh, et en fait, les problèmes au Ghana, comme je disais, pour répondre à ta dernière question aussi, c'est pas, le gouvernement ne peut pas développer directement la zone.
Ça, je crois, c'est un peu un héritage. Pardon, OK. En général, la loi est très claire. Il faut avoir un privé qui développe. Donc, même dans la zone de Théma, c'est une entreprise privée ghanéenne qui gère la zone. Et c'est eux qui ont la responsabilité de faire les murs. Après, ils ont aussi obtenu de prêts de la Banque mondiale aussi pour faire un peu d'aménagement. Mais tout bâtiment, route, électricité, c'est tout les privés. C'est tout au privé. C'est pour ça qu'en fait, et ça c'est bien sûr différent de ce qui se passe au Nigeria ou au Maroc. Et c'est pour ça, je crois aussi que ces pays-là sont vous au Maroc aussi. Je pense aussi au parc industriel thématique. Donc, sont aussi C'est un organisés peu par comme si vous me disiez. oui, et donc, bon, donc c'est un peu l'objectif, hein, mais disons que, bon. Et les ports d'Atoabo, donc Atoabo, non, c'est pas abouti à ma connaissance. Et Atoabo, en fait, il y a une gas plant Mm. à Atoabo. Euh, mais non, à mon connaissance, ces projets-là n'ont pas abouti. Et ben, c'est toujours la même chose. Il faut trouver des investisseurs parce que les gouvernements ne vont pas financer. Donc, oui. D'accord. Merci beaucoup, Paul. Thierry Virculon, tu... Oui. Oui, moi merci beaucoup Paola pour cet exposé. Moi j'avais une question pour savoir si la zone de Théma était liée d'une façon ou d'une autre au projet qui avait été au projet sino-ghanéen de développement de la zone parce qu'évidemment, il y a le port, c'est adossé au port, etc. Et je voulais savoir aussi si tu avais vu un lien, s'il y avait un lien ou s'il n'y en avait pas du tout, entre le développement de cette zone et les contrats qui avaient été signés en 2018, en 2011 et en 2018, qui étaient des contrats cadres, grosso modo, entre le Ghana et la Chine et notamment si ça s'inscrivait, parce que je crois qu'il y avait l'idée d'un corridor, de développer un corridor au Ghana avec des infrastructures, etc. Je voulais savoir si cette zone de Théma faisait partie de ce projet ou pas du tout. Euh, donc, là, pas du tout. Ouais, ben, Mhm. à mon connaissance, je n'ai pas lu les contrats, je n'ai pas vu ces Ouais. contrats dont vous parliez. Mhm. Mais la Thema Free Zone, c'est géré par une entreprise ghanéenne. Elle est presque pleine, donc on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, c'est pas aussi, on a plus d'espace même pour les entreprises de s'installer. Mhm. Elle nous quitte. Ah, il y a Ça y est. une Pardon. urgence. Ah, Et, ah. j'ai déjà fermé la porte. Euh, Et donc, non, on n'a pas une présence chinoise à Théma. mhm. C'est exactement cette idée de corridor, je connais pas bien. Est-ce que c'était des contrats ou un memorandum of understanding? Je ne me rappelle plus exactement, mais c'était l'idée justement de faire un corridor transport avec route, etc. Et parce que tu as parlé de la centrale électrique là, qui a été construite, qui est une centrale qui fonctionne au gaz, c'est ça? Oui, ça c'est si. Mais oui, mais Ça, c'est c'est l'autre pas. zone. Ça, c'est l'autre C'est zone. pas dans la zone, c'est pas Ouais, dans la zone, c'est oui, ouais, là, oui, elle a été financée par des ouais, prêts, hein, ouais, c'est ça. mais Ouais. elle n'est pas dans la zone, elle n'a pas D'accord. Elle n'est pas de liée lien. à. D'accord. Ok, ok. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, je voulais savoir si ça faisait partie de ce projet spatial qui avait été conçu entre les autorités chinoises et ghanéennes. D'accord. Mais donc, pas du tout. Pas du tout. Ok. Non. Et pour les autres zones qui ne sont pas encore opérationnelles, tu ne sais pas si ça faisait partie, si ça s'inscrivait là-dedans ou non. Donc, peut-être Secondi.
Mais Mhm. ces zones, elles sont encore pas vraiment développées. Mhm. Et, mais Ouais. à ma connaissance, non, mais je pourrais me tromper Mhm. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. derrière. Qui souhaite poser des questions? Non. Je pense que tout le monde est dans une phase de réflexion qui nous abrutit un peu. Là, il n'y a pas de réaction. Pas de réaction. Mais effectivement, la question qui va se poser, c'est ce que je disais en partie tout à l'heure, c'est est-ce que dans quelle mesure ce concept est opératoire pour analyser, pour définir une stratégie de développement, ou est-ce qu'on n'est pas en train indirectement de se mettre, nous, universitaires, dans un carcan, alors qu'en fait, ce que vous montrez, c'est que la réalité est beaucoup plus variée. Et si on continue à essayer d'analyser la réalité avec des concepts aussi figés, ou bien alors qui véhiculent une certaine vision des choses, est-ce qu'on ne risque pas de passer complètement à côté de ce qui peut se passer ou de ce qui pourrait se produire? Disons que il y a quand même pas mal de temps que je travaille sur les zones économiques spéciales de façon directe ou indirecte. Et vous m'y ramenez direct, vous aussi. Mais finalement, je ne sais pas si on a vraiment avancé, si j'ai vraiment avancé. Je sais que j'ai réussi à faire comprendre à la personne dont je vous parlais tout à l'heure que la vision qu'elle avait des zones économiques spéciales et du miracle chinois était quelque chose qu'il fallait remettre en question et que la réalité était beaucoup plus complexe. Mais au-delà de ça, je ne sais pas quel bilan on peut en tirer. Bon, vos états Oui, d'âme vous intéressent pas trop, d'une manière. non, Non, mais mais aussi, non, ce que je trouve intéressant, c'est aussi votre lecture de l'expérience chinoise en soi, parce que oui, enfin, je crois que c'est qu'on peut tirer de cette expérience, c'est que vraiment, c'est aussi, bon, il y a, c'est aussi parfois par hasard on arrive à certaines expériences et à certaines créations qui après, et, et, et bon, enfin, c'est le cas aussi de ce qu'on a maintenant, parce que, bon, même quand on regarde au Ghana, on est parti avec une certaine idée, et c'est comme ça qu'on a écrit la loi, mais finalement, dans les faits, c'est tout autre chose. Donc, finalement, je suis sûre qu'un jour, ils vont amender cette loi euh, pour qu'elle reflète plus la réalité des choses. Euh, et dans le cas du Ghana, ça veut dire bon, aussi production pour les marchés internes, parce que ce n'est pas vraiment réalistique d'avoir que d'entreprises qui exportent. Et- mais bon, et donc on a ces modèles et bon, et aussi la législation. Donc ce n'est pas que les académiques qui ont ces modèles où se font des problèmes avec ces modèles, mais je crois que c'est aussi au niveau de la loi, du droit, quand on établit ces zones. Et après, c'est qu'avec l'expérience, avec l'expérimentation, avec ces programmes, qu'on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. parce que vous venez de dire une chose qui me rappelle, qui me fait penser à une remarque que vous avez faite au cours de votre exposé. Bon, dans ces zones économiques spéciales, on les appelle comme ça, vous avez des entreprises qui travaillent pour le marché local. Oui, Donc la leur majorité. présence,
hein. C'est la majorité. La majorité. En fait, Oui, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche des infrastructures. oui, oui. Les infrastructures, Oui, bah, parce qu'il y a de l'électricité qui vient, il y a des routes qui ont été créées pour faire fonctionner la exactement, zone. Bon. Donc, exactement. L'eau, mais ça, non, mais et c'est pas même idéal. Bon, mais oui, c'est surtout les infrastructures, oui. Après, c'est plus cher de s'installer là-bas parce que bien sûr, chaque année, il faut payer à l'autorité le louer. Mais oui, les infrastructures sont mieux. Et oui, donc, mais en fait, et je crois que, euh, oui, au moins au Ghana, je crois que c'est surtout une question d'infrastructure. Oui. vraisemblablement partout. Parce que là aussi, si on en revient à l'origine, enfin, à l'origine, à la partie chinoise de l'histoire, les zones économiques spéciales, indépendamment, si on regarde la zone de Choco, elle a Mm. été créée parce que, comme c'était exportation, alors on importait de la machine, des produits à transformer qu'on réexportait. Donc, l'aspect infrastructurel était complètement absent. Pas besoin d'avoir de lignes de chemin de fer, pas besoin d'avoir toutes des infrastructures de transport. Il suffisait d'amener un peu d'électricité, d'amener un peu d'eau, et ça pouvait fonctionner. Bon. Alors après ça, effectivement, lorsqu'ils sont aperçus que cette stratégie était détournée, bah, rappelez-vous l'histoire des militaires qui faisaient de la réimportation des produits réexportés. Hein. Et donc, ils se sont bien rendus compte à partir d'un moment qu'il y avait une telle demande sur le marché local qu'il fallait que les zones économiques spéciales servent aussi le marché local. Et ce qui a exigé, effectivement, des investissements en infrastructure pour pouvoir diffuser ces produits. Mais on pourrait très bien concevoir également pour certaines activités dans ces zones. Alors, et ça nous ramène à l'exemple de Djibouti. La zone économique spéciale à Djibouti, c'est une zone de service, donc l'impact industriel, il est voisin de zéro, est destiné, dirons-nous, aux entreprises qui abordent Djibouti, qui utilisent le port. Donc, exception faite de tout ce qui vient, qui transite par cette zone qui vient d'Éthiopie, l'impact sur le développement économique de l'État de Djibouti est très, très limité, surtout s'il s'agit d'avoir un effort industriel avec une zone qui est uniquement tournée vers l'extérieur, qui loue un terrain, qui a une concession sur un terrain. Bon, donc, c'est vivable pour celui qui vient, mais quelles sont les conséquences? Alors, à remettre ça en perspective avec l'histoire de la zone économique libre de libre-échange en Afrique, euh, tous ces éléments sont assez contradictoires. J'avais une question pour Oui, allez-y. Paola là, parce que donc vous avez montré qu'après on est maintenant dans la notion d'entreprise franche, que les entreprises qui ont les avantages mais qui sont même pas basées dans la zone économique, etc. Et donc, comme compte tenu de cette évolution que donc maintenant il y a des entreprises qui sont hors zone économique, donc qui ont même plus besoin des services d'infrastructure, je puis dire, mais qui ont l'avantage fiscal. Dans le fond, quel avenir pour la zone économique spéciale? À partir du moment où on a créé une situation où, en effet, l'entreprise peut avoir les avantages fiscaux de la ZES sans être dans la ZES. Oui, tout à fait. Mais en fait, ça a été toujours comme ça. Donc, Mhm, depuis leur établissement, on a eu cette possibilité. Et du mhm, point de vue du gouvernement, c'est une façon pour créer plus d'opportunités mhm, d'industrialisation. Mhm. Mais dans les faits, comme j'ai montré dans la présentation, c'est aussi un peu problématique si on veut effectivement concentrer toutes les entreprises dans une zone géographique. Après, c'est vrai que, comme on disait, les infrastructures,
la zone des thémas, les infrastructures sont mieux dans la zone, alors que si on opère au dehors de la zone, il faut prévoir un générateur. C'est comme ça qu'on est. Donc, Mhm. si on produit, bah, on a des choses à prévoir. Mhm. Donc, par exemple, si on parle d'énergie générateur, mais Oui, mais aussi ça se fait, puisque d'autres. vous disiez qu'il y a des tas d'entreprises qui sont hors zone. Donc, c'est pas infaisable. Mais, C'est pas infaisable, loin de là. Loin de là. ouais. Non, mais ça suppose vraisemblablement que les entreprises qui travaillent comme ça sont relativement peu capitalistiques. Donc, ce sont des industries de main-d'œuvre. Comme c'est peu capitalistique, peu de machines, peu d'électricité, donc les besoins infrastructurels sont réduits d'autant. Hein. Oui, enfin, Et si vous vous installez l'impact à sur Accra, il y a de l'industrialisation, l'électricité, hein, je veux dire. C'est pas. oui, non, mais dirons, plus vous avez des industries industrialisantes, donc fortement capitalistiques, plus les besoins en infrastructure sont importants. Alors, Paola a employé le mot géographique. Je ne sais pas s'il faut analyser ça en termes spécifiquement géographiques. S'il faut, parce que si l'entreprise, on lui dit vous allez vous mettre à tel endroit et qu'elle constate que c'est à 100 km, immédiatement, elle va peut-être hésiter. Mais si on met l'accent par les infrastructures, peut-être qu'elle va vous raisonner le problème différemment. Mais si l'approche est d'abord géographique, vous risquez d'aller à l'encontre du résultat Bah, que vous souhaitez. Il bah, faut bien d'abord. Non, mais il faut Théma, bien. En fait, le problème, c'est que ces entreprises aient ce dont elles ont besoin. Et non oui, pas. mais bien sûr. Et la géographie, à ce moment-là, où l'emplacement devient un facteur, mais parmi d'autres facteurs. Non, mais la géographie industrielle, évidemment, est importante, puisque Théma, c'est le port c'est le port qui est à côté d'Accra, et donc il y avait évidemment une Oui. logique aussi de Mais, Oui, mais là, développement on cherche à spatial. généraliser, hein, Mm. par ce raisonnement-là. mais C'est que pas se en limiter fait, sur le toute la concept. zone des thémas est industrielle. Donc, il y a Ouais. la zone Mm. spéciale, mais après, tout autour de la zone, il y a plein d'entreprises aussi Mm. dans Ouais, ouais. cette ville industrielle. Et après, ça aussi, ça dépend, par exemple, de type de production. Par exemple, il y a des entreprises qui préfèrent être, surtout quand dans la production agricole, Mm. euh, Ouais, ça, c'est mieux peut-être d'être près ouais, ouais. de Bien la sûr. source. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça dépend vraiment de besoins de l'entreprise. Et puis, oui, aussi, les histoires des infrastructures qui est une des barrières les plus grandes à l'industrialisation au Ghana. Ça, c'est un fait. Et même, je lisais il y a quelques semaines que même dans la zone des Thémas, maintenant, on a le GIZ, l'agence de développement allemande, Mhm. qui ont fait une donation de je ne sais pas combien pour améliorer, parce que même les réserves d'eau, ils ont un gros tank pour avoir plus d'eau, pour la conservation de l'eau dans la zone, parce que ça aussi, parfois, est coupée, et alors il faut Mm. avoir un gros réservoir d'eau. Et ce qui en avait maintenant, évidemment, ce n'était pas suffisant même pour la zone la plus importante du pays. Mm. Euh, Ouais. donc, oui. Euh, Oui, allez-y. Paola, je peux poser une question pour ça? Oui, oui, je vous en prie, allez-y. Oui, oui, je suivais avec beaucoup d'attention le développement de Madame Paola. Seulement, je me pose la question, comment ces zones économiques spéciales s'intègrent réellement dans les activités de ces pays hôtes, du point de vue économique et social, mais il y a un aspect aussi environnemental. Est-ce que ces zones économiques spéciales n'ont pas d'impact sur l'environnement et comment cela est géré? Merci beaucoup pour la question. Alors,
Du point de vue de l'intégration, en fait, c'est ça l'une des critiques à ces zones que bon, parfois on rencontre, c'est que souvent on n'a pas vraiment une connexion avec les restes de l'économie. Soit, bon, on parle de création d'emplois, oui, mais après, on n'a pas trop de résonance avec les restes de l'économie. Donc, si l'idée, c'est au début, commencer avec ces zones et après avoir une propagation de ces genres d'activités au dehors des zones, jusqu'à maintenant, après, il faut voir, mais bon, l'idée, c'est un peu, je crois que la volonté, c'est de créer ces zones comme un peu comme des avant-gardes pour l'industrialisation de pays. Et dans la littérature, bon, on a des critiques où on dit, bon, on n'est pas vraiment ça, pas encore. Et oui, l'impact environnemental, c'est un sacré problème aussi parce que justement, bah, quand on développe ces zones, bien sûr, bah, on a un impact négatif sur l'environnement. Mais après, oui, ça, c'est un peu le problème de toute industrialisation. Donc, c'est pas forcément lié aux zones, mais plutôt bon, l'installation d'une entreprise et ses conséquences pour l'environnement. Je n'ai pas vraiment quand je pense au Ghana, je suis pas trop, je connais pas trop les sujets. Mais bon, la pollution, quand je pense à Théma, à toute la zone, bah, c'est très pollué, hein. L'air, après, plus il y a une concentration et plus bah, on a un problème environnemental. Des questions? Non, bah écoutez, il nous reste de nouveau à remercier Paola pour cet exposé, hein, et qui a été enregistré, donc vous pourrez revoir le diaporama qui est vraiment très très intéressant. Ah, voilà, vous avez fait un travail pour remettre les choses à plat, à un point qu'à un moment donné, on se demandait si ça devenait nécessaire de parler de la Chine. Mais non, mais c'est une remarque qui repose bien le problème d'une manière générale. En tout cas, merci beaucoup, Paola. Merci à tous d'avoir été présents. Ah, et je vois qu'il y a dans le chat des merci beaucoup. C'est intéressant, carrément. Est-il écrit par la dernière personne qui a envoyé un petit mot? Merci. À bientôt, Merci à j'espère. vous. À Allez, bientôt. Merci à vous merci pour Paola. l'attention, pour la Merci discussion. beaucoup. Merci. Au revoir, Paola. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Au À vous revoir. aussi. Au revoir. Ok, bien. Bah, écoutez, je vais appuyer sur le mot fin, fatidique. OK. Allez-y. Ok, allez, Bonne journée. au revoir. Au revoir.